Mais je vais vous parler d'autres, le prof n'a pas peut-être cité. En 2009, un article est publié dans un magazine américain, Foreign Policy. Dans cet article, qui est signé par le professeur Jeffrey Herbers, chef de chaire à l'université de Miami, dans l'État de Ohio, et Greg Mills de la fondation Breast, basée en Afrique du Sud, sous le titre « There is not Congo ». Le Congo n'existe pas. Selon les deux auteurs, il est temps de cesser de prétendre le contraire. Ils invitent la communauté internationale à reconnaître ces faits. Mais ce qui est curieux, c'est la fondation Breast, qui est sud-africaine, qui a financé le forum de l'opposition congolaise au Sénégal, à l'île de Gorée. Oui. Et quand on a réagi, parce que quand on m'a informé, j'avais titré que ces deux auteurs travaillent contre le Congo, ils sont pour la balkanisation. Ils ont réagi. Mais en dehors de ces deux auteurs, il y a aussi, en Amérique, il y a quand même des think tanks. Vous savez, des Brookings Institution, je pense que le prof le connaît très bien, qui est tellement proche des démocrates. Brookings Institution a publié un article, Global Poverty dans le cadre du développement de l'Afrique. Pour cette institution, plusieurs causes seraient à la base du retard que connaissent plusieurs pays africains. Il s'agit de l'étendue géographique, de la densité démographique, des ressources naturelles et de la montée du tribalisme. Plus un pays est grand, plus la gouvernance est difficile. L'année de même du nombre élevé de la population. Cette situation se répercute ensuite sur la gestion des ressources naturelles et favorise des conflits interethniques. Les pays tels que le Nigeria, le Soudan, l'Angola, l'RDC sont mis à l'index. Avant qu'on coupe le Soudan, les Américains, l'armée américaine, ils ont une base Africom en Allemagne, à Stuttgart. Quand on discutait avec les Américains, on nous a invités. On était 6 Congolais cette fois-ci. Nous sommes partis là-bas. On a fait une semaine avec les militaires. On a eu à discuter avec un général Kipwad, 4 étoiles, donc c'était un noir. Je vais lui poser une question de savoir, on apprend que vous voulez couper le Congo. C'est avant qu'on coupe le Soudan. Les militaires, le général me dit non, nous, on n'a pas de projet de couper le Congo parce qu'on ne sont pas politiques. Quelque temps après, je pense que le Soudan a été coupé en 2. Donc cela signifie que nous ne sommes pas à l'abri. Le 22 septembre 2012, le quotidien New York Times publiait la nouvelle carte géographique de la planète de demain, avec des États-nations qui naîtront de la nouvelle redistribution des frontières. La nouvelle carte futuriste du monde et l'article qui l'accompagnait sont de Frank Jobs et Parag Khanna. L'article annonce la disparition des faits de certains pays actuels dans le monde, dont le Congo, notre pays. L'analyse des deux auteurs est basée essentiellement sur la dotation en gisement des ressources naturelles du pays et leurs convoitises extérieures. Déjà en 2006, j'étais à Paris, j'ai rencontré un ami français, journaliste. Il avait lu un livre d'un romancier britannique, anglais, John le Carré. C'est l'un des grands, parce que c'était un ancien agent secret britannique. Et les Français avaient lu les livres. Comme chaque fois quand je partais, je discutais sur la balkanisation du Congo. Il me l'a acheté, il me l'a envoyé ici. Donc, John le Carré
avait publié un roman, des Mission Songs, les chants de la mission, qui parlait beaucoup plus de l'ONU, la MONUSCO ou bien la MONUC dans les temps. Il dit ceci: rien que des théoriciens avant-gardistes, des conservateurs en vue, des sommités de la géopolitique, les genres de types qui se réunissent dans les stations de ski pour décider du destin des nations, ce n'est pas la première fois qu'ils se penchent sur le Congo oriental et ce qu'ils voient, l'anarchie comme résultat probable des prochaines élections, les Chinois qui grattent à la porte pour rafler toutes les matières premières, alors que faire? Les Congolais n'aiment pas les Américains et c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais. Ils sont disciplinés et surtout efficaces. Alors, le plan américain, c'est consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à le rendre incontournable. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est une annexion en douceur. Ils comptent sur un coup de la CIA. Il y a eu les rapports des experts des Nations Unies publiés en 2012, des experts. Mais curieusement, quand on a amené le document aux Nations Unies, cette dame, Susan Rice, ça sont ses mémoires, elle vient de publier en 2019. Elle s'est opposée. Il n'a pas voulu qu'on parle du problème les rapports, qu'on puisse discuter ça aux Nations Unies. Donc, Kagame et tous les globalistes étaient sûrs, ils avaient quelqu'un qui travaillait pour les intérêts aux Nations Unies. Donc, je suis d'accord avec le prof quand il dit qu'il faut se méfier des Nations Unies. Les Congolais sont tellement des naïfs, ils sont comme des enfants. Ils pensent que tout étranger vient ici pour leur bien. Donc, il faut qu'on ouvre un peu les yeux. Je vais vous donner un peu ce que les experts ont écrit en 2012. Ils disent ceci, donc ça c'est les rapports. Les groupes d'experts estiment que la présence du Rwanda dans la République démocratique du Congo a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. Le prof l'a dit, c'est déjà fait. Maintenant, il y a une autre, l'annexe du rapport qui donne des informations sur la réunion convoquée par l'armée rwandaise afin de soutenir M23. Il y a un qui s'appelle Senkoko qui s'est présenté comme un représentant de Kabarebe, ça selon le rapport de 2012, et a relayé les messages que le gouvernement rwandais soutient le M23, dont la nouvelle guerre a pour objectif d'obtenir la sécession des deux Kivu. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on parle au hasard, c'est des choses qui sont, c'est du concret. Je voulais vous prendre encore un autre exemple, c'est avec Mwamba Chishimbi, qui était à la tête d'un truc de Grand Lac, là, je pense, ce mécanisme, un truc comme ça. Oui, le suivi. Ils étaient en négociation avec M23 en Ouganda. Madame Mary Robinson, qui est envoyée spéciale des Nations Unies pour le Grand Lac, demande aux Congolais de laisser M23 gérer la partie qu'ils avaient déjà occupée. Et l'information passait sur Radio Okapi. Et Mwamba Chishimbi m'a dit, nous pouvons discuter pendant 10 ans, on ne va pas céder même pas un morceau du Congo. Donc ce sont des choses qui sont connues, mais à Kinshasa, on fait semblant, ou bien on est complice. On a parlé de penseurs, mais il y a des acteurs, je pense que le prof en a donné un, mais je vais ajouter ce que moi j'ai connu. Le premier, c'est Fest William, qui a été
le président de la sous-commission du Sénat américain sous l'administration Clinton en 2001. Il dit ceci. La frontière congolaise serait la source de déstabilisation tant par les forces internes que par les forces externes, dont l'objectif consiste à favoriser le découpage du pays en 5 États indépendants. Nos amis allemands, selon la Monseigneur Irindi, donc c'est 4 États maintenant. Donc dans les temps, c'était 5 États indépendants. Les Kivu-Maniema, les Kasaï, les Chaba, la province orientale et l'Équateur, les Bandundu et les Bas-Congo. Ça, c'est officiel. Deuxième porteur du projet, c'est celui que vous connaissez très bien, c'est l'ambassadeur Cohen, un lobbyiste de son État. L'ambassadeur Cohen a proposé en 2008, avant la prise de fonction du président Barack Obama, un plan pour résoudre une question pour tous les conflits à l'est de l'RDC. 3 ans après, il précise ses idées dans une interview accordée à un journaliste congolais du site 00243, c'est l'actuel patron de la presse présidentielle, M. Lwakabwanga. Et quand l'information passe sur Internet, on a repris ça dans le journal Le Potentiel. Ça a été publié. Et que dit Cohen? Dans ma lettre au président Obama, j'ai suggéré que l'on légalise le commerce des minerais au Kivu qu'exploitent les hommes d'affaires rwandais. Le Rwanda a envahi le Kivu en 1998. Pendant 6 ans, il a mis en place des réseaux pour l'exploitation des minerais, surtout le coltan qui rapporte des milliers de dollars. Je pense que tout le monde trouvera son compte et la RDC percevra des impôts. J'ai proposé que le commerce des minerais soit légalisé. Mais j'ai rencontré une farouche opposition de la part des Congolais qui évoquent la question de la souveraineté. Je pose la question. Souveraineté. Au département d'État, le Kivu fait partie du Rwanda. Nous publions l'interview de Cohen. L'ambassade américaine a réagi. Mais comme chez eux, ils ont une autre culture, ils ne sont pas habitués à demander des comptes aux journalistes. Donc on a discuté avec eux. Un jour, il y a une conférence de presse, j'ai envoyé un journaliste pour poser la question. C'est ce que Cohen a dit. Et l'ambassadeur, les diplomates qui étaient sur place, il a dit que les propos de Cohen n'engagent pas l'État américain. Ce qui est vrai. Parce que Cohen était un lobbyiste. Maintenant, dans ce qu'il avait donné comme droit de réponse, Cohen écrit encore ceci. Je demande aux amis congolais de ne pas chercher midi à 14 h avec des débats juridiques inutiles. Il faut plutôt qu'ils cherchent des solutions sur le terrain. Je pense que ce qui se passe actuellement dans l'Est du Congo, c'est très clair. Et surtout que Rwandais a mis ses vols sur Kinshasa, on se pose la question. Au Rwanda, on ne vend qu'il n'y a que des bananes. Comment est-ce qu'on peut mettre des avions qui doivent faire, comment on appelle ici, qui doivent faire Goma, Bukavu, jusqu'à Kinshasa? Pas normal. Et j'ai eu à faire une émission dans une télévision ici à Kinshasa pour dénoncer. Parce que le Rwanda, Kagame, avec tous les globalistes, pour le moment, tous les globalistes, tous les hommes d'affaires, ce qu'on appelle les mondialistes, ils sont à Kigali. C'est eux qui ont financé la guerre de la FDL. Maintenant, ils sont en difficulté avec Trump. Trump n'est pas dans leur logique. Donc c'est là où vous voyez maintenant que la situation du Congo, c'est que le prof a dit, est presque un peu en équilibre. Mais ils ont changé de stratégie. Tuer les Congolais, les déplacer des frontières et placer des populations rwandaises et d'autres populations. Tout est très clair. On ne sait pas ce que ça va donner. Le troisième porteur du projet de l'implosion,
à part Cohen, c'est Johnny Carson. Johnny Carson, c'était noir américain. Il était ancien secrétaire d'État aux affaires africaines sous le mandat du président Obama, quand Susan Rice était aux Nations Unies. Il a été invité par Brookings Institution au mois de février 2013 pour parler de la crise en RDC. Et devant le think tank, Johnny Carson dit ceci: la seule manière de procéder à la division du Congo, de résoudre la crise, consiste à adopter une solution subtile bénéficiant de l'appui de la communauté internationale. Cette solution miracle, selon lui, est celle que les Nations Unies ont expérimentée en Yougoslavie, en Europe et au Sud-Soudan. Nous sommes parvenus à une telle solution pour mettre un terme au conflit dans l'ex-Yougoslavie par le biais des accords d'Ayton. Nous avons réussi à mettre un terme à la plus longue guerre civile qu'a connue l'Afrique, le conflit au Soudan, grâce à l'accord de paix global négocié par les États membres de l'IGAD et appuyé par les États-Unis d'Amérique, la Norvège et la Grande-Bretagne. Résultat, vous savez, la Yougoslavie a implosé et le Soudan est coupé en deux. Mais vous allez comprendre que ce qui nous arrive, ça a été très bien monté. Et qu'est-ce qu'on fait? On casse le pouvoir à Kinshasa. Nous sommes infiltrés. Il ne faudrait plus encore mâcher des mots. Il y a des gens qu'on a placés au niveau, sur des places stratégiques. Quand on veut prendre une bonne question, une bonne décision pour le Congo, ces gens sabotent. Et Madame Susan Rice fait des éloges de M. Kagame, mais elle oublie que M. Kagame est à la base du génocide congolais. Donc, on peut dire ceci, on n'a pas d'autre choix. La première chose à faire, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut relire l'histoire. Ça, c'est au niveau de la pensée. Changer de paradigme, construire notre discours, un discours qui donne la fierté aux Congolais. En dehors de ça, il faut s'organiser. Nous travaillons dans un désordre total. Là où il n'y a pas d'organisation, on ne peut pas avoir un succès. Et les autres ont compris, parce que les ONG qui travaillent ici, qui nous financent tous, sont complices. Et vous allez voir dans les médias, il y a des problèmes au Kivu, les médias n'en parlent même pas. C'est parce qu'en finançant comment on appelle ici, les médias, on oriente la ligne éditoriale. Quand vous voulez parler de leçons, on parlait de gender, maintenant on monte des coups ici, vous voyez tous les politiciens dans la rue en train de discuter sur des choses qui ne valent pas la peine, alors que ce qui se passe à l'Est, personne n'en parle. Une complicité. Donc il faudrait que ceux qui sont encore lucides s'organisent. On n'a pas d'autre choix. Le monde est violent. C'est un monde d'intérêt. Vous ne savez pas vous protéger, on vous prend. Mais à Kinshasa, on a un discours un peu défaitiste, ce qui n'est pas bon. Autre élément que je voudrais, pour conclure, c'est l'armée. Le prof l'a dit, on était infiltré à travers les mixages et brassages. Comment voulez-vous une armée qui a fait la guerre pendant 20 ans et jamais on gagne? En 2012, je pense, en 2009, avec l'affaire de Nkunda, on décide ici, on envoie 26 000 militaires, on achète toutes les armes possibles pour mettre Nkunda en difficulté. Ça arrive, les armes arrivent à Goma, sans tirer un coup de feu, Nkunda récupère tout. Complicité des Nations Unies et des Occidentaux. Donc au lieu que les Congolais passent leur temps à se chamailler comme des enfants, il faut maintenant identifier notre véritable ennemi. Notre véritable ennemi, ce n'est même pas l'Amérique, c'est le capitalisme occidental prédateur. Actuellement, il est incarné par les globalistes. Et tous les globalistes sont à Kigali. Ceux qui sont à Goma. Qu'on vérifie, il y a une ONG internationale qu'on appelle Congo Eastern Initiative. Ceux qui sont à Goma connaissent cette histoire-là.
Cette histoire d'ONG qui est créée, qui est à Goma, fait partie de ceux qui veulent que le Congo soit balkanisé. Il y a un acteur américain, un grand acteur, qui est dedans. On a mis à la tête pour tromper les gens. Mais derrière, celui qui vient de mourir, les républicains, là, c'est John McCain. McCain. Mais ils étaient là-bas, je ne sais pas sa femme ou bien lui, ils étaient à Goma. Ils sont partis faire quoi? Ils ont décidé de couper le Congo. On n'a pas d'autre choix. Et ça, je parle aux églises. Quand on vous donne l'argent, on vous finance, que ce soit les Allemands ou les Américains, il faut avoir un discours clair envers ces gens-là. Tout l'argent qu'ils nous donnent, c'est pour nous divertir. On va se lever le matin, le Congo est parti. Deuxième chose, les intellectuels. Tu vois que les profs parlent, on est menacé. Mais on n'a pas d'autre choix. Ce sont les intellectuels congolais qui doivent faire du travail avec la presse. Parce que si vous faites des histoires, les gens ne sont pas au courant, ça ne sert à rien. Il faut maintenant savoir communiquer. En s'en communiquant, on peut mobiliser notre peuple. Au lieu de faire des marches qu'on fait dans la rue pour des petits postes, c'est demander à 5 millions de Congolais dans la rue pour réclamer notre indépendance et le contrôle de l'Est. Comme la plupart des gens sont financés et infiltrés par les Occidentaux, regardez, on nous oriente le discours. Autre chose, c'est l'armée. Il faut nettoyer. Ça, c'est à nous de demander des comptes. On sait qui est qui. La fois dernière, l'état-major m'avait demandé de parler. Tout le monde connaît. On laisse faire. Tout ça pourquoi? On a peur de la mort et peur de perdre des privilèges. Moi, j'ai toujours dit, Lumumba, il avait quel âge? Il n'avait pas fait l'université. Il est mort pour ce pays. Mouzé Kabila, à qui on avait demandé de jouer les jeux de la balkanisation. Il a refusé. Et Mouzé Kabila a dit à M. Diana, qui est un ami, 3 jours avant son assassinat. Diana dit à Diana, on lui demande des choses qu'il ne peut pas faire. Je sais, c'était la balkanisation. Il dit, je ne peux pas faire ça. Mais je préfère mourir. Vous qui restez, continuez la lutte. Je pense que le moment est arrivé de nous battre, de laisser ces pays puissants, ces pays forts, pour mettre l'Afrique debout. Et aussi donner quand même l'image, redorer l'image des Noirs toujours inférieure. Le fond du problème est que les Noirs ne méritent pas ça. Et quand vous parlez avec des Blancs, il faut leur dire ça. Il ne faut pas avoir peur. Mais pas avec émotion, mais avec des documents, avec des arguments. Donc c'est à nous maintenant de nous défendre. On n'a pas besoin qu'on attende la MONUSCO, qu'on attende l'Union européenne, qu'on attende les Américains. Ils vont comprendre quand on va construire un rapport de force. Un rapport de force intellectuel et militaire. Et quand on aura des médias qui doivent commencer à mobiliser à l'interne, mais aussi sur le plan international. Parce que j'ai fait beaucoup de voyages, on ne sait pas ce qui se passe au Congo. On a tout verrouillé. Donc c'est à nous de nous mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et par là, je pense qu'aujourd'hui, tout est pourri, sauf les églises. Donc on peut encore... Révérend Dr André Bokundoa, président national de l'Église du Christ au Congo, révérend membre de la haute et dynamique équipe dirigeante de l'Église du Christ au Congo, je veux citer mon ami Idor Nyamouké, je vais citer également mon ami Milenge Mwene Luala, je vais citer les amis révérends pasteurs, membres de la commission théologique de l'Église du Christ au Congo, et tout particulièrement mon collègue professeur émérite Mochila. Je vais également citer des collègues professeurs ici présents, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous et je vous remercie déjà
pour l'attention que vous allez m'accorder. Et surtout l'attention que vous allez accorder à mes imperfections humaines. Chers amis, lorsqu'il m'a été par invitation signifié que je devrais tenir une conférence organisée par les hautes autorités de l'Église du Christ au Congo, je me suis dit, que Dieu soit béni, voilà l'occasion pour moi de vous rencontrer chaleureusement, étant moi-même d'origine protestante du point de vue de mon éducation. Encore une fois, que le Seigneur soit béni. Chers frères et sœurs, je le répète, la balkanisation de la RDC, mythe ou réalité, défi et enjeu. C'est le thème global et générique proposé pour ce débat. Pour ma part, j'aimerais vous parler des origines probables de l'idée de la balkanisation, de l'idée bien sûr, et surtout de sa matérialisation sur l'espace République démocratique du Congo. Une République qui couvre aujourd'hui un espace de plus de 2 345 000 km². Mentalement et matériellement, le drame se déroule dans la région de Grand Lac, à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, d'entrée de jeu, je vous invite à rester attentif à mon propos. Je vais capturer, merci, c'est gentil. Je vais capturer, selon mes capacités et habiletés intellectuelles, une scène tragique se déroulant dans un théâtre de mauvais goût au niveau de la durée temporelle. Il s'agit d'une histoire faite de pleurs, de larmes, de frustrations et de douleurs. Une histoire fille de notre temps, fille de votre temps, fille de mon temps. Une histoire fille du temps du docteur Mouchila. C'est une histoire que j'intériorise selon mon expérience personnelle, immédiate. Selon les communiqués, les arrêtés et les ordonnances, les textes de presse, sans oublier les rapports et déclarations diverses, ces matériaux ensemble m'ont aidé à dire si l'idée et la matérialisation de la balkanisation de notre pays est un mythe ou une réalité. Alors si c'est un mythe ou une réalité, quels sont les défis et les enjeux? C'est dans le cas de la RDC, notre pays, mon pays, que je tente de mentaliser et de proposer dans les ténèbres de l'inconnu les lumières du connaissant. Mes révérends et pères spirituels, chers amis, distingués invités, à la formule « l'histoire est un processus sans sujet », un processus sans objet, je réponds, comme Jean-Paul Sartre,
que l'essentiel n'est pas ce que l'histoire fait de l'homme, mais c'est que ce processus de faits et des événements fait de l'homme. C'est dans ce contexte que j'ai pensé entrer en conversation avec vous. J'espère à ce sujet être dans un rêve de véridiction, c'est-à-dire dans cette prétention de dire vrai. Je vous entraînerai certainement dans ce que j'appelle vagabondage pédagogique, pratique et critique de la situation tragique et dramatique qui prévaut dans les grands lacs africains. Grands lacs africains à l'est de notre pays. Je serais heureux qu'au bout de la ligne, vous découvriez la vraie causation intentionnelle du drame, ayant pour soubassement la balkanisation de la République démocratique du Congo. Balkanisation pour qui? Balkanisation pourquoi? Suspense. Alors je vous invite à entrer directement dans la compréhension sommaire des concepts de base de notre propos. Dans le titre global ponctuant le débat de ce jour, j'ai épinglé les mots-clés suivants: mythe, réalité, défi et enjeu. Avec vous, je veux comprendre que un mythe est une représentation mentale. Je suis dans la théorie de la représentation. Au fait, un homme qui vit au mental, qui ne représente pas son vécu, n'est pas un homme. Je ne sais pas si les animaux représentent leur situation dans le temps et dans l'espace. Une représentation mentale, souvent illusoire et fictionnelle de faits, des situations ou des personnages, une représentation déformée, même amplifiée de l'esprit, une affabulation, une invention, une expression d'une idée, d'une exposition, d'une théorie explicative des faits, le mythe. Une réalité. Réalité. Réelle. Et essentiellement une action volontaire. Pardon. C'est ce qui est réel, ce qui existe. Très loin de l'invention, on n'invente rien quand il y a une réalité. C'est le jour, aujourd'hui, celui qui dira qu'il fait nuit, on va considérer ce monsieur comme un fou. Très loin de l'invention, très loin de l'illusion, également très loin d'une apparence ou d'un rêve qui est très loin de l'imaginaire ou de la fable. Alors un défi. Un défi est essentiellement une action. Alors une action volontaire. Une action volontaire de refus de s'incliner. Je refuse de m'incliner parce qu'il s'agit d'un défi. De s'incliner devant, en face d'une compétition, d'une concurrence. C'est un challenge. En vue de me débarrasser, de défaire d'une situation qui fait mal. C'est une action de surmonter une difficulté. Alors un enjeu. C'est ce pourquoi on se bat. Ce pourquoi on compétitionne. Je fais un match de football pour avoir soit 2 points, soit pour gagner une coupe,
soit pour être champion de ceci, champion de ceci. Je compétitionne pour. Alors, c'est un enjeu. Vous voyez, finalement, mes chers amis, que l'enjeu, c'est l'essentiel même de la vie. Quand on dit qu'il y a une struggle of life, l'enjeu, c'est la vie. Mes amis, quelle que soit la logique de mon argumentation, ma manière de voir la situation dramatique que vit l'Est de mon pays reste interpellatrice. Je sais par ailleurs qu'il n'y a d'histoire que quand une situation est pensée. Si on ne pense pas la situation de notre pays, il n'y a pas d'histoire. Car en histoire, il y a ce qui est vécu et ce qui est pensé. L'histoire, c'est ce qui est d'abord vécu. On est congolais sans le vouloir. Le bon Dieu a voulu que nous soyons congolais africains. Mais qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on est congolais? Alors, nous devons faire volontairement notre histoire. Qu'est-ce qu'on fait de notre vécu? Voilà comment nous devons mentaliser notre drame. Plus, c'est en considérant les choses dans leur genèse, qui parle genèse, parle du commencement, mais voir dedans l'avenir, le futur, le destin, c'est ça, genèse. Les révérends, nos pères et nos spirituels qui sont avec nous, savent très bien que genèse trace l'avenir. Et c'est cela qu'on obtient la meilleure intelligence. Je vous invite maintenant, mes amis, à comprendre que le Congo, notre pays, et je parle de cela avec passion, et je voudrais que vous voyiez cela de la même manière, avec passion, parce que nous avons un pays riche, qui déjà se constitue comme un enjeu. Et cet enjeu-là, nous allons le qualifier de l'acte de balkanisation. Que le Congo soit riche, mais c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende de caverne. C'est une réalité. Quand on demande aux Congolais, aux intellectuels congolais, dites-nous comment le Congo est riche, nous nous grattons la tête sans savoir comment le Congo est riche. Une réalité qui fait l'objet des convoitises des nations. Une réalité qui fait l'objet des convoitises. Et le mot est à sa place. Les nations puissantes de la planète. Et ce, depuis sa naissance. L'idée qu'on parle aujourd'hui de balkanisation du Congo, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis sa naissance. Lesquelles convoitises ont été conclues entre les puissances. Le 23 février 1885, à la fameuse et historique conférence de Berlin, on sait qu'ici, l'espace Congo, qui s'appelait État indépendant du Congo, l'EIC, fut confié en termes de propriété privée au roi de Belge, Léopold II, qui en fait le gouvernait comme un capital général au service du grand capital. Voilà, baneko le cours démocratique nakansi et c'est Pélisino Balandia émission au Levalet RDC lobby ezalaki Pasteur Ekofo. À qui les prochains tours? À qui les prochains tours?
basali na nzambe oyo peuple congolais azali kopesa confiance tokotala lelo dirigeant bazali kokama mboka na mokolo ya lelo bauti kopesa mot d'ordre mpona kofungola baeglise. Donc lelo bakatholike bakei messe, bandeko église de réveil bakei baculte, bandeko mosusu bakei bakei na barendez-vous ndenge oyo bango badoraka nzambe na bango na bisika oyo badoraka mpe na ntango oyo badoraka yango. Mais na nsima na yango nini oyo ebombani tokotala pasteur olie aebisa peuple congolais vérité que pays ezali kokende na balkanisation. Tokotala discours ya cardinal Monsengo, tokotala discours ya pasteur Ekofo, tokotala discours ya cardinal Ambongo Fridolin oyo dénoncer occupation. Mais basali na nzambe oyoka mosusu finga sholo yo kanga monoko na yo, un homme dédié oyo à perdre même les bons sens, mais azo s'attaquer na basali na nzambe oyo do muningane mosali na nzambe oyo esengeli ba partager même vision, esengeli ba za na discours moko pour na nefis que protéger intérêt territorial ya mboka na biso Congo démocratique. Ce qui est vrai et sûr, mboka na biso ezali envoi ya balkanisation. Ceux qui peuple congolais tout est limité. Ceux qui totel kozala ba fanatique ya ba pasteur, ba fanatique ya ba homme politique, to ba leader politique, ba fanatique ya ba parti politique, un jour tokozanga lisolo ko beta to histoire ya ko raconter et pas ya bana na biso bakoko na biso de génération en génération. Merci l'équipe technique qui a accompagné ngai. Merci na ba résistant, la grande famille résistance nyonso ezali représentée à travers le monde. Merci pour la visite.